Recoucou, recoucou, recoucou. Alors, on va de nouveau inviter Céline. Alors, on a eu un petit problème de retard. Voilà. Ok. Donc, j'attends que Céline nous rejoigne et que de votre côté, vous continuez à vous connecter et à nous rejoindre. Hello, hello. Bonjour Annie. Coucou, coucou. Donc j'ai lancé l'invitation à Céline, donc normalement qui devrait se joindre à nous. Ok. Donc Céline, normalement je t'ai envoyé le lien de connexion. Ok. Voilà. Hello. Les aléas du Ouais, les aléas du direct, exactement. Bon, ouais, de mon côté, ça a l'air d'être mieux. De ton côté, c'est toujours ok? Parfait. Allez, super. Impeccable. Parfait. Bon, si tu m'entends bien, tu me dis bien. Impeccable. Alors, bienvenue Céline pour ce live hypersensibilité émotionnelle et intestinale. Donc, on va parler, comme son nom l'indique, de l'hypersensibilité. On parlera aussi du lien qu'il y a entre cette hypersensibilité-là, cette hypersensibilité sensorielle, émotionnelle et intestinale, voilà, par la suite. Donc, déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer, toi qui es hyper calé sur le sujet des émotions, qu'est-ce que l'hypersensibilité sous un large spectre? Alors, je peux surtout déterminer l'hypersensibilité donc émotionnelle, parce que quand on parle d'hypersensibilité... Alors, ma spécialité, c'est plus l'autisme que les émotions, mais quand on parle d'autisme, on parle forcément d'émotions à un moment donné, vu que le stress arrive, on vit les choses de manière décuplée, donc l'hypersensibilité émotionnelle est présente. Ça se manifeste par le fait de ressentir une émotion de manière décuplée. La joie est vécue très haute, la tristesse très basse, la peur démesurée. Et quand on est en colère, malheureusement, des fois, c'est démesuré aussi. Ce qu'on parle vraiment d'hypersensibilité émotionnelle, c'est aussi que on est beaucoup plus sensible au comportement, aux émotions de l'autre. Il va y avoir une disproportion également au niveau de ses ressentis. On nous parle mal, certaines personnes ordinaires qui n'ont pas cette hypersensibilité, ça va passer tout seul. Oh, c'est pas grave, mal parler, ok. Quand on est hypersensible, ça va venir nous toucher au plus profond de soi. Ça va venir même nous blesser. Donc, voilà. Tout est vécu de manière démesurée. Ouais. Et je vais rajouter une chose, c'est que c'est pas parce que c'est vécu de manière démesurée que ce n'est pas réel. Le vécu, le ressenti est réel derrière tout ça. Oui, complètement. Et puis souvent, en fait, en étant hypersensible moi-même, donc je peux témoigner de ça, il y a souvent aussi un mélange d'émotions. Voilà, on se sent vraiment envahi, comme si on ressentait une vague qui nous submergeait complètement. Et parfois, on a vraiment du mal à distinguer ce qu'on ressent, puisque c'est tellement fort, c'est tellement puissant, qu'on a du mal à s'y retrouver. Voilà, donc ça peut prendre aussi parfois des proportions très très grosses. Donc, ouais. Je sais qu'en tant qu'Asperger, bon, tu m'avais expliqué la dernière fois que le terme Asperger n'était plus très recommandé, mais on s'en fiche. On est sur une plateforme privée, publique, donc bon, on dit un petit peu ce qu'on veut sur nos chaînes. En tant qu'Asperger, vous ressentez également l'hypersensibilité, une hypersensibilité sensorielle, donc notamment au niveau auditif. Est-ce que c'est aussi le cas
voilà, toutes sortes de sensations, notamment voilà, au niveau dermique, au niveau sexuel ou autre chose. En effet, alors, les 5 sens sont touchés, pas que au niveau de l'ouïe. L'ouïe est souvent le sens qui est le plus cité, mais il peut y avoir absolument tous les sens. Mais chaque personne qui est touchée par ces hypersensibilités ont un vécu particulier par rapport à ça. C'est pas parce qu'on est autiste ou Asperger que c'est forcément un automatisme que les sens soient touchés. Moi, j'ai le sens du toucher, justement, qui est hypersensible. J'ai l'ouïe. Et parfois même, ça varie en fonction de comment je me sens au niveau émotionnel. Mais ça varie aussi parfois au niveau de la vue. D'accord, ok. Voilà, mais c'est pas parce que moi je suis touchée à ce niveau-là que tous les autistes ont exactement la même chose. Parce qu'il peut y avoir une hyper, mais aussi une hypo. D'accord. Okay. Au niveau des sensations. Et au niveau de l'hyperacousie, c'est ce qui est le plus connu et c'est ce qui est le plus traité. Ça peut aller jusqu'à des douleurs. Moi, c'est surtout ça. Quand il y a un son aigu, il y a des douleurs qui viennent s'installer. J'ai vraiment mal au niveau du tympan. Et quand il va y avoir de la fatigue, qu'il va y avoir du stress qui vont arriver, je vais avoir encore une plus grande intolérance au niveau du son. Et dans ce cas-là, l'hyperacousie, c'est aussi que j'ai tous les sons qui arrivent au même niveau. Je n'arrive pas à trier quel son est important, lequel je dois écouter. Donc quand j'ai une discussion au milieu d'une foule, ça demande une concentration énorme. Alors, si par là je rajoute le stress, la fatigue, alors ça devient ingérable. Mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, on se sent vraiment submergé par tout ça. Donc, du mal à vraiment distinguer ce qui est noir, ce qui est blanc, et c'est compliqué. Comment est-ce que toi tu arrives personnellement à faire face et à gérer cette vague émotionnelle et cette vague de trop plein de sensations? Alors, tu as parlé de 2 choses, trop plein émotionnel et trop plein de sensations. Parce que ce qui me permet de gérer le trop plein de sensations, c'est en gérant mon trop plein émotionnel, justement. C'est que quand il arrive, je fais attention à bien me reposer, je fais attention à prendre des temps de pause. Quand j'ai un trop plein de sensations, notamment au niveau du bruit, il faut automatiquement que je prévoie un temps de repos derrière pour pouvoir gérer tout ce stress et ce bouleversement qui est arrivé. Ça va être une mise au calme dans le silence, ça va être une mise au calme aussi dans la solitude, ça peut être une mise au calme aussi dans le noir, se mettre dans sa chambre, fermer les volets, un temps de repos avec de la musique douce, tout ça. Et ce qui va me permettre derrière de pouvoir ressourcer et de pouvoir aller à nouveau dans ce trop-plein de sensations. Pour pouvoir le gérer. Voilà, ça fait partie de la vie de tous les jours, c'est inhérent à notre vie quotidienne. Hein, on est obligé de s'adapter, et de faire face. Parfois, on n'a pas le choix. Oui, et parfois il faut aussi admettre que l'émotion arrive et qu'elle a besoin de déborder, de sortir. Il n'y a rien de mieux qu'une bonne crise de larmes quand on a été submergé soit par une émotion, soit par trop de choses. Et on pleure. L'émotion est sortie, elle s'est exprimée, on en a parlé. Voilà, c'est passé, la vie continue. La journée reprend son cours. Souvent, on considère que quand on est face à de l'hyper-émotivité, il y en a beaucoup qui nous ont classés dans la catégorie dépressif. Or, l'hyper-émotivité, c'est vivre l'émotion. C'est vivre justement ce qui nous arrive. Et à un moment donné, si on fait un blocus à l'émotion, elle revient et dire « Hey, j'ai un message à te donner ». Mais si on écoute son message, ok, tu m'as dit ce que tu avais à me dire, c'est bon. Là, maintenant, l'émotion peut partir. Et justement, quand il arrive le trop-plein des sensations, que le stress est là, le stress a besoin de sortir, une fois qu'il est sorti, la journée continue comme si de rien n'était. C'est souvent cette ambivalence. Je suis hyper émotif, mais on vit dans une société où il ne faut pas montrer les émotions. Mais si je ne montre pas les émotions, je ne vais pas bien. Si je ne vais pas bien, j'ai encore plus d'émotions.
c'est clair. C'est tout cet équilibre à trouver. Moi, je suis en supermarché, j'ai un trop plein d'émotions, mais tant pis, je parle. Bon, ben, toute ma communauté sait que les supermarchés sont mes problèmes. Faire mes courses, tous mes amis aussi. Mais à un moment donné, ben, quand c'est là, il vaut mieux que ça sorte. Au moins, quand je rentre chez moi, c'est réglé, on n'en parle plus. Oui, complètement. Et puis ce que tu disais, c'est très juste en fait. Considérer les émotions comme des messagers ou comme des petits messages. Voilà, s'ils sont là, si ces émotions sont là, c'est qu'il y a quelque chose, un message à nous faire passer. C'est qu'il faut voilà, il est important qu'on écoute aussi le langage de notre corps. Et donc c'est voilà une des choses sur lesquelles j'appuie beaucoup dans ma communication, et toi aussi. Et tu donnais l'exemple, donc ton propre exemple, l'exemple de la communauté des Asperger, mais c'est également valable pour toutes les personnes hypersensibles. Tout ce que tu es en train de décrire, et ben je me reconnais beaucoup dedans. Donc du coup, ça équivaut également pour tous les hypersensibles de la Terre. Ce besoin d'accepter son émotion, de la laisser sortir, de la vivre, et que oui, parfois, ben, on a besoin d'adapter, on va dire, notre quotidien à la société. Ce n'est pas à la société, ce n'est pas à nous adapter à la société 100% du temps. C'est ça, exactement. Nous sommes tous différents. Et ben, certaines personnes ont besoin d'avoir un comportement différent face à ça. Donc, plus de calme, plus d'introversion, plus de sérénité, de solitude. À un moment donné, quand la colère s'exprime, exprimée à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est souvent dû à un sentiment d'injustice, à quelque chose qui peut nous révolter. Donc, quand souvent on dit « ouais, c'est pas bien d'être en colère contre un tel, contre telle chose », ok. Mais peut-être que là, à ce moment-là, il faut se poser la question « pourquoi je suis en colère ?» Comment faire pour m'éloigner de cette émotion de colère? Donc, qu'est-ce que je dois éloigner de moi comme situation pour ne plus ressentir cette colère? Pareil pour la peur. J'ai peur du noir, j'ai peur des hommes, j'ai peur de sortir de chez moi, j'ai peur des araignées. Bon, bref. Peur de situations, des fois réelles ou imaginaires, peu importe, mais pareil, qu'est-ce qui me fait peur? De quoi je dois me méfier? Est-ce que c'est pas en référence à ce qu'on parlait la dernière fois, à une blessure de l'enfance? Est-ce que c'est pas en référence à quelque chose que notre intuition veut essayer de nous dire, mais qu'on n'a pas encore intégré? Exactement. Est-ce que toutes ces différentes choses? Puis il y a la joie. La joie vient confirmer que ce que l'on fait, c'est une bonne chose. Donc, eh ben, ok, accueillons. D'accord, à quel moment j'étais joyeux? J'étais joyeux là, là, là. Comment faire pour reproduire la situation de cette situation de joie? Et pareil pour la tristesse. La tristesse est utile. La tristesse est signe que on est en train de dire au revoir à quelque chose. On a eu quelque chose de bien. C'est joliment dit. Ça fait sens. C'est beau. On oublie souvent que la vie, c'est un cycle sans cesse de chemin de deuil. Il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui s'en vont. Et automatiquement, on est en pleine évolution constante. Donc, chaque émotion est là dans chaque étape de notre vie. Donc, la tristesse arrive. Ok, pourquoi je suis triste? Donc, la tristesse, ça me manque. Ok, mais déjà, c'est un signe. Peut-être qu'est-ce que j'ai un moyen de le refaire un petit peu venir vers moi? Ou non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait venir en remplacement? Ok, ça, je l'ai beaucoup aimé. Ça, c'est plus là. Aujourd'hui, je suis triste, je sais pas pourquoi. Ça, c'est la pire des tristesses. Eh oui, alors, qu'est-ce que tu nous dis sur ça? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Souvent, la tristesse de je ne sais pas pourquoi je suis triste vient d'une tristesse qu'on n'a pas écoutée. D'accord, donc qui viendrait à la manière d'un boomerang quelques temps plus tard, c'est ça? La raison de la tristesse est toujours là, mais j'ai tellement nié ma tristesse que du coup, je suis toujours triste parce que j'ai pas écouté l'émotion, mais j'ai oublié pourquoi. Ok, donc tu parles très certainement de ces jours où on se réveille, où on se sent pas super en forme, mais on va masquer ce sentiment où on se sent pas très en forme avec le fait de faire plein de choses, plein d'activités, aller faire du shopping, aller voir des copines, aller voir des verres, faire ceci, faire cela.
Et on est là, on fait tout va bien, je vais faire en sorte de ne pas y penser, je vais avancer plus loin, Et à un moment donné, je fais plus rien, mais la tristesse, elle est là, on n'a pas réglé ce pourquoi on était triste. Et donc, cette fameuse Et tristesse souvent, c'est aussi en fonction de... J'adore une chose, c'est la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins. Et qu'on vit tellement vite, tellement loin, on ne réfléchit pas à nous-mêmes, mais on oublie que par moment, il y a certains besoins essentiels qu'on n'a pas réussi à combler, ou qu'on ne prend pas le temps de remplir, et qu'à partir de là, si on n'a pas toute la pyramide qui est comblée, déjà, celle du bas, il y a en montant tout doucement, il y a les besoins primaires, manger, respirer, jusqu'aux besoins d'accomplissement, on a une sensation de vide à l'intérieur. Et cette sensation de vide, on essaye de les combler par les besoins immédiats. Mais ça s'en va aussi très vite. Ça arrive très vite, mais ça s'en va très vite. Alors que si on prend vraiment le temps de réfléchir, mais de quoi je suis fait, qui je suis, et de quoi j'ai besoin immédiat, mais besoin profond de son âme qui nous remplit, à ce moment-là, la tristesse, elle s'évapore. Elle n'est plus là. Ça me fait penser à un propre chemin que je suis en train de faire. Et oui. Donc, tu veux nous en parler? Oui. J'ai perdu mon père le 4 février l'année dernière. Et je l'ai mis en terre le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Et je pensais savoir qui j'étais sous toutes mes coutures. Quand on fait du développement personnel depuis quelques années, on pense se connaître à fond, et puis la vie nous rappelle que quand on fait du développement personnel, c'est jamais fini. On a toujours quelque chose à régler, ou une porte qui s'ouvre, une autre qui se ferme. Et avec le décès de mon papa, je pensais savoir qui j'étais, et en fait, il y a certains questionnements de mon identité qui remontent, des choses que j'ai plus envie de faire, d'autres choses que je découvre, que je ne savais pas que j'avais envie de faire. C'est un travail intéressant. Et du coup, on va retomber sur le sujet à l'origine, hyper-émotivité et intestin. J'ai mes intestins qui font la guerre dans mon ventre depuis quelques mois. Et je me dis, c'est pas possible. Puis je les écoute pas. J'ai une super amie qui travaille sur les intestins, mais je les écoute pas, mes intestins. Je me dis, c'est bon, j'ai autre chose à faire. J'écoute pas mon émotion. Comme quoi, on dit toujours c'est cordonniers les plus mal chaussés, voilà, sur le coup. C'est ça, je veux pas te contredire là-dessus. Ouais. Mais oui, non, c'est très important d'être à l'écoute, d'être à l'écoute de son corps. Donc, tu viens de faire une belle transition. Et effectivement, souvent, ce que je rencontre au cours de mes consultations des personnes que j'accompagne, ce sont 99,9% des fois des femmes hypersensibles. Donc, effectivement, je pense, et j'en suis même convaincue, il faudrait écrire une thèse sur ça, je pense que je vais m'y atteler d'ici les prochaines années. Ça pourrait aider beaucoup de monde, mais le lien entre l'hypersensibilité émotionnelle et intestinale est clairement avéré, en tout cas de mon point de vue d'accompagnatrice de ce côté-là. Lorsqu'on vit des émotions fortes, lorsqu'on vit des émotions puissantes, voilà, beaucoup de personnes, je donne un exemple, souvent en période d'examen, les étudiants se retrouvent en crise diarrhéique. Donc, grosse crise de diarrhée juste avant de passer les examens, c'est arrivé à énormément de monde. Donc voilà, ça c'est attribué à un stress donné à un moment T. Les personnes hypersensibles vivent ce genre de stress quasi quotidiennement. Alors imaginez au niveau physique ce que ça peut donner. Si au niveau émotionnel et intestinal, on vit ce genre de choses, qu'est-ce que ça peut donner sur le long terme? Forcément, à force de vivre ces choses de manière décuplée, ces émotions très fortes, de vivre ces sensations auditives, corporelles, visuelles, en continu, forcément, au bout d'un moment, on est dans un mode de fonctionnement où tu es obligé de t'adapter à la société si tu veux vivre à peu près normalement. Ça nous est tous arrivé, et donc tu adaptes ton comportement. Et au fur et à mesure, tu viens masquer tous ces signaux
ces messagers, ben, tu les bâillonnes, tu dis bon, non, j'ai besoin d'être hyper focus là tout de suite. Non, il y a mon boss qui est en train de me demander quelque chose d'hyper important à faire pour demain, donc il faut que je le fasse. Et tu es là, en fait, et continuellement, au quotidien, ben, tu masques tous ces signaux jusqu'au moment où le corps, il dit stop. Il dit, non, je suis désolée, t'es pas censé fonctionner comme ça, maintenant tu vas m'écouter. Et bam, la maladie, l'inconfort. La maladie ou le mal au ventre? Alors, ça, bon, je parle de mon point de vue, voilà, d'accompagnatrice pour les personnes qui ont des maladies digestives, mais maladie, enfin, voilà, le mal a dit. On peut aussi l'interpréter comme ça, pas forcément maladie au sens large, mais à partir du moment où il y a un dysfonctionnement au niveau physique, c'est que le mal du corps a parlé, que le corps a parlé, qu'il y a une expression de ce côté-là. Donc, par quoi on commence, en fait? Par quoi on commence? Est-ce qu'on continue d'être dans cet engrenage? On dit, bon, ça va passer, on va prendre des choses qui vont masquer ces douleurs, ces symptômes, et on va encore prolonger encore cet inconfort, cette maladie. Et là... De toute façon, tant qu'on ne le prend pas en main, ça ne fait que s'empirer. Ça empire, ça empire. S'il y a un trou, on met juste un drap par-dessus, à un moment donné, on tombe dans le trou. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de se leurrer, regarder les choses en face et voir, on a 36 000 preuves de l'influence de notre cerveau sur le corps. Comme tu parlais de maladie, il y a même toute une médecine qui est basée là-dessus, en décodage biologique, qui fait le rapport entre les maux physiques et les maux psychiques. Et cette médecine est basée sur le principe qu'à partir du moment qu'on va traiter la psychologie, le corps va se réparer. Enfin, je vois que pendant mes cours de décodage biologique, on parlait même de traitement de cancer dans ce sens-là. Ouais. Donc, ça peut aller très très loin, mais même j'ai traité une personne en décodage biologique, en psychogénéalogie, et la seule chose qu'elle avait de sa généalogie, c'était l'arbre généalogique des maladies de sa famille. Alors, elle pensait, mince, je ne vais pas réussir à travailler en psychogénéalogie, alors que moi, je me suis dit, mais c'est parfait. Ce qu'on cherche quand on fait de la psychogénéalogie, justement, c'est d'aller chercher l'émotionnel des ancêtres à travers leur histoire. Et là, elle avait directement les émotions, parce qu'elle avait les maladies. Donc, même si on ne connaissait pas l'histoire de ses ancêtres, on a pu, c'est le meilleur arbre que j'ai pu faire de toute ma carrière jusqu'à maintenant, et justement grâce à ce lien de la maladie à l'émotionnel. Donc, du coup, à partir du moment qu'on traite l'émotionnel, on traite la maladie, on traite le corps, on va aider le corps. On dit bien un esprit sain dans un corps sain, parce que justement, cette liaison, elle est directe. Complètement. Et parfois, je parle en connaissance de cause, mais c'est compliqué. Une fois que tu as essayé tout un tas de choses, on commence souvent par un rééquilibrage alimentaire. On vient prendre donc des compléments alimentaires en plus. Donc, on va consulter naturopathe, nutritionniste, etc. Donc, faire le chemin classique. Et parfois, tu te rends compte qu'il n'y a pas grand-chose qui a fonctionné. Donc, tu dis, oui, peut-être que l'émotionnel y est pour quelque chose. Mais souvent, en fait, tu te le dis à la toute fin, parce que dans un parcours classique de personnes qui vivent avec une maladie digestive, la première des réponses, après avoir fait des examens médicaux classiques, donc coloscopie, IRM, etc., test des selles, etc., la réponse du médecin va être, voilà, c'est dans votre tête, il faut arrêter de stresser. Et bien souvent, en fait, on a tendance à mettre ça de côté, à se dire, c'est pas possible, je souffre vraiment. Mes maux sont vraiment physiques, donc je ne vais pas pouvoir attribuer ça uniquement au stress. Ok, je suis un petit peu stressée ces temps-ci, mais voilà. Et ça, en fait, c'est une grosse erreur que beaucoup de médecins font, c'est de faire des généralités de ce type. Alors qu'en réalité, la phrase peut-être plus juste, c'est voilà, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Comment est-ce que vous vous sentez en ce moment? Est-ce que vous n'auriez pas traversé des périodes difficiles émotionnellement? Et ne pas tout mettre sur le dos du stress, mais plutôt parler de l'émotionnel. Et je pense que comme ça pourrait parler à beaucoup plus de personnes
et qui auraient tendance à avoir cette réflexion plus rapidement dans leur processus de guérison, plutôt qu'attendre la toute fin des essais médicamenteux et alimentaires pour se poser la question, bon, ok, est-ce que j'aurais pas un dysfonctionnement au niveau émotionnel? Tu vois ce que je veux dire? C'est plutôt commencer par ça, et puis ensuite continuer son processus de guérison classiquement. Bah, ça me fait penser à une chose toute simple. Le nombre de personnes qui sont bloquées ici. Oui. Au niveau de la nuque, les tensions. Hein? Ouais. Le poids du monde sur les épaules. Oui, mais c'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, quand on se fait trop de soucis, on a l'impression de porter le poids du monde sur les épaules. On va voir un médecin, j'ai super mal, j'ai la nuque bloquée, est-ce que vous pouvez m'aider? Des contractures musculaires, kiné. C'est bien, le kiné il masse, il détend, il n'y a plus de tension, tout va bien, mais c'est bizarre, j'ai encore mal. Puis 2 mois après le kiné, oh ça y est, ça recommence, je suis encore bloquée. Ouais. Alors qu'en allant chercher, qu'est-ce qui fait qu'on trouve que le fait d'avancer, c'est lourd, c'est pénible, c'est là, c'est une charge, et que on débloque notre situation, que ce soit notre passé, que ce soit notre environnement, qu'on modifie, c'est peut-être le travail qu'il faut changer, c'est peut-être tout ça, mais il y a une raison derrière, il y a une raison émotionnelle. Exactement. Et tant qu'on n'aura pas trouvé cette raison et fait le changement nécessaire, et ben la douleur, elle revient, c'est chronique. Et après, j'ai pas envie d'aller encore chez le kiné, j'y étais le mois dernier, c'est encore là, ça fait rien. Ben, oui, ça fait rien parce que la source du problème n'a pas été prise en compte. Alors que, oui, le kiné, les médicaments, ça peut faire du bien. Ça peut être là, en cas de... Ce sont des... comment dire? C'est des outils utiles d'urgence. C'est-à-dire qu'une fois, pendant qu'on traite l'émotionnel, ça peut être là, ça peut venir apporter du confort. Et une fois que la douleur est installée, pour la faire partir, même quand on a traité le traitement, le côté émotionnel, il faut peut-être lui donner un coup de main pour justement évacuer tout ça. Mais même si on ne va pas chez le kiné, automatiquement, si on a réglé le problème émotionnel, ça s'en va. Ça s'en va. Je veux dire, c'est bizarre. Oh là là, je me réveille le matin, j'ai mal partout. J'ai réfléchi, j'ai travaillé avec un thérapeute. Pouf, un matin, c'est oh, je suis bien ce matin, c'est bien, je suis dynamique et tout va bien. Ouais. Donc, alors, je sais que ça semble peut-être un petit peu, pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup travaillé sur lui ou qui a vraiment envie d'aller dans cette démarche, est-ce que tu aurais des pistes à conseiller? Donc, par quoi commencer? Quand, par exemple, justement, on a cette hypersensibilité émotionnelle et intestinale donc de cancer, par quoi est-ce qu'on pourrait commencer, selon toi? Faire un calendrier. Débloquer tout ça. Un calendrier, d'accord. Tout départ, faire un calendrier, ce qui est intéressant, c'est voir comment je me sens aujourd'hui et comment, au niveau de la selle, tout ça, comment je me sens au niveau émotionnel et comment je me sens au niveau intestinal. Parce que quand on fait un traçage sur la longueur de comment je me sens, avec les événements frappants, on arrive à trouver facilement une correspondance entre les deux. Par exemple, quand j'étais enceinte de mon second enfant, j'avais mal au ventre et j'étais constipée. Je suis allée voir mon médecin, oh c'est rien. Ok, c'est rien. 1 mois, 2 mois, 3 mois. J'ai fini avec des laxatifs parce que c'est pas possible. Enfin, quand on est constipé, on a mal au ventre, mais j'ai eu des douleurs. J'en parle 2 ans après à une autre amie thérapeute. Elle me dit, mais t'avais pas peur de perdre ton fils? J'ai fait bien si. Toujours. Je veux dire, au départ, il est gros comme un asticot. J'avais peur qu'il passe tout seul, en fait. Elle m'a dit, cherche pas plus loin. T'avais tellement peur de perdre ton fils au moment où tu es tombée enceinte. J'avais pas de raison valable. Enfin, je veux dire, j'avais pas de raison médicale d'en avoir peur. C'était pure psychologie. Je retenais tout. Voilà. Mais si j'avais su ça en début de grossesse, j'aurais pu travailler dessus, relativiser, voir en quoi cette peur, elle était fondée, travailler sur les choses du passé, les fausses couches qu'il y a pu y avoir dans ma famille, et débloquer ce système plutôt que d'avoir cette peur jusqu'à 6 mois de grossesse, et qui était là et qui m'a torturée. Mais c'est une chose... Donc vraiment, la première étape, mettre en correspondance nos peurs, nos joies, les événements qui nous touchent, les émotions qui arrivent,
avec nos dysfonctionnements qu'on peut avoir au niveau intestinaux. Est-ce que là c'était de la diarrhée, est-ce que c'était de la constipation, est-ce que c'était des simples douleurs, est-ce que c'était des gaz? Et vraiment, quand je fais cette observation, moi je trouve une grande cohérence. Et donc du coup, ça peut aller aussi dans l'autre sens. Tiens, oh, j'ai mal au ventre aujourd'hui, j'ai ça. Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose au niveau émotionnel? Et comme tu disais tout à l'heure, oui, comme tu disais tout à l'heure, parfois certaines émotions peuvent venir plusieurs jours ou plusieurs semaines ou plusieurs mois après. Il peut y avoir une forte corrélation, donc ça je le vois aussi avec mes clientes, c'est que parfois on se réveille, on est très bien, on a passé une super soirée la veille, et au final on a quand même mal. C'est bizarre. C'est bizarre. L'arrière-goût de quelque chose auquel on n'a pas eu conscience. Et ouais. Et c'est là que le travail au niveau corporel intervient. Donc, est-ce que mais c'est un super dialogue parce que on peut avoir été blessé par quelque chose, mais ne pas l'avoir relevé sur le moment et ne pas l'avoir forcément conscientisé. Et que après coup, la soirée ou la journée, elle laisse un arrière-goût. Je sais pas pourquoi je me sens pas bien aujourd'hui, mais parce que notre cerveau, il est là pour gérer notre vie. Donc, il priorise. Qu'est-ce qui est le plus urgent? Et des fois, le plus urgent, c'est de passer... Je suis là pour passer une bonne soirée, donc je n'ai pas envie de relever ce petit détail qui m'a dérangé, qui me fait ce goût amer et qui, pourtant, m'a blessé. Et a blessé avec un petit sentiment d'injustice, un petit sentiment de peur ou un petit sentiment de mince, mais pourquoi est-ce qu'il m'a dit ça? Mais on ne peut pas passer notre vie à relever tout le temps tous ces petits détails, sinon on deviendrait fou. Ouais. C'est ça. Et à un moment donné, ce petit sentiment d'arrière-goût, de se dire, mais pourquoi je me sens comme ça? Et donc là, il est nécessaire de faire cette petite introspection. Mince, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et réfléchis. L'écrit est une bonne chose. Dans ce cas-là, mettez par écrit votre soirée, mettez par écrit votre journée, parce que l'idée, c'est d'aller chercher dans votre inconscient cette petite seconde qui a pu réveiller cette blessure ou cette émotion à l'intérieur que sur le moment, vous n'aviez pas eu le temps d'écouter, mais qui par la suite a eu cette importance qui est venue vous bouleverser. Ça, c'est... excusez-moi. Ouais, donc être attentive, je récapitule ce que tu viens de dire, être attentive à ce qu'on ressent, mais aussi à certains moments peut-être qui n'avaient l'air de rien sur un moment donné, mais qui au final, a déclenché quelque chose, un sentiment, souvent, comme tu disais, vécu de l'enfance, donc qui n'a pas été réparé, sentiment d'injustice, sentiment de peur, et revenir peut-être quelques instants avant ça, quelques jours avant, ok. Est-ce que à tel ou tel moment j'ai pas vécu ça, ou est-ce que cette parole au final elle est pas restée à l'intérieur? Ou est-ce ce comportement au final il m'a pas plus peiné qu'autre chose? Revenir justement sur ce qu'on aurait vécu de désagréable. Et une fois qu'on a constaté ça, donc une fois que on s'est dit ok, d'accord, ça je l'ai compris, ok, mon patron m'a engueulé devant tout le monde, oui, sur le coup, j'essayais de de donner bonne figure, mais après ça m'a fait chier. Une fois qu'on a conscientisé ça, qu'est-ce qui se passe? On va reprendre l'exemple du patron là qui a engueulé devant tout le monde. Ouais. Ça m'a fait chier, ça m'a bouleversée. Je suis bouleversée à cause de ça et je me réveille le matin en angoisse, je suis pas bien. Et en plus avec le ventre en vrac. Bien sûr. Souvent c'est lié. Mais oui, bien sûr. Ça va de pair. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a dérangé dans le fait d'avoir été engueulé par le patron ce jour-là. Est-ce que c'est l'image de soi davantage. Okay. Pardon, oui. Est-ce que c'est l'image de soi qui a été touchée? Donc dans ce cas-là, si c'est l'image de soi, en quoi ça fait référence? De toute façon, ça fait toujours référence à quelque chose du passé. À quelle blessure dans le passé ça fait référence? Est-ce que ça fait référence au fait d'avoir été engueulé? Donc,
quelle est ma problématique par rapport au fait de me faire crier dessus par rapport au passé? Est-ce que c'est en référence que ça a été en public? Est-ce qu'il n'y a pas une blessure en rapport avec le public dans le passé? Est-ce que c'est en référence parce que c'est un homme qui l'a fait? La peur des hommes. Alors, on décortique à fond c'était une femme? Non, mais il peut y avoir absolument énormément de critères. Est-ce que c'est le fait parce que c'était pas légitime d'avoir été engueulée? Mais c'est injuste, mais j'ai rien fait. Pourquoi je me fais engueuler? Donc, sentiment d'injustice. Il y a, dans un événement, proprement parlé, il peut y avoir plusieurs facettes. Et c'est pour ça sur un événement similaire, deux personnes ne réagissent pas de la même manière. Parce qu'en fonction de son histoire, il y a... Oui, les lunettes, en fait, j'ai tendance à dire, c'est un exemple que je donne beaucoup, c'est qu'on a chacun nos propres lunettes. Donc, on voit tous le monde avec nos lunettes, avec notre vision des choses. Oui, on pourra dire, oh, c'est pas grave, c'est bon, je continue ma vie. Non, non, si, c'est grave. Si, à ce moment-là, quand on se réveille le matin, il faut savoir pourquoi et aller identifier. Alors, des fois, on arrive à le faire seul, des fois, il faut se faire accompagner parce que cette enquête, des fois, elle n'est pas toujours évidente à faire. Notamment sur la guérison des blessures. Alors, on peut le faire à la maison, comme tu dis, mais c'est vrai que c'est bien de se faire accompagner pour pouvoir être vraiment soutenu et puis surtout marquer certains points que nous, on ne serait pas capable de voir sur le moment. Donc, le thérapeute est là pour ça. J'avais un prof, mon prof de décodage biologique, qui disait c'est comme quand on conduit un vélo. Si on a le nez dans le guidon, on a du mal à voir où on va. Et quand à un moment donné, on se redresse, on change de point de vue, on voit les choses différentes. Et en fait, le thérapeute ou l'accompagnant thérapeute est là pour justement apporter ce changement de point de vue et des fois apporter des questionnements auxquels on n'aurait pas idée. Alors j'ai dit accompagnement thérapeute parce que celui qui fait le boulot, c'est la personne qu'on accompagne, c'est pas nous. Nous, on est là juste pour guider, orienter, et celui qui fait poser le boulot... les bonnes questions. Voilà, c'est ça, faire poser les bonnes questions, mais tout se passe, quand on travaille sur soi, tout se passe à l'intérieur de soi. On nous dit, tiens, tu devrais réfléchir là, ah tiens, ce serait peut-être ça, et ça là, dont on avait parlé la dernière fois, ça peut être un lien. Voilà. Et là, on fait, ah, c'est ça? Ah oui, ah, d'accord. Oui, c'est nous qui faisons... je me positionne à la fois en tant que patiente et thérapeute, désolée, je passe de l'un à l'autre parce que je suis les deux. C'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on ne travaille pas sur soi, au contraire. Oh que non, oh que non. Je pense qu'au contraire, pour pouvoir faire de bons accompagnements, il faut bien se faire accompagner pour pouvoir être justement accompagné. C'est clair. Oui, non, mais voilà, se faire accompagner à un certain moment de notre vie, même si c'est une petite période, c'est très sain en fait. C'est très sain. Le tout est de trouver ce thérapeute avec lequel on se sentira bien, avec lequel on se sentira en confiance et qu'on sentira vraiment cette bienveillance et cette écoute. C'est hyper important en fait de suivre son intuition et son ressenti par rapport au choix du thérapeute. C'est pas parce que ce thérapeute est conseillé par telle ou telle personne qui a fait des merveilles sur tel ou tel ami à vous qu'il faut aller absolument bille en tête vers ce thérapeute. Si vous ne le sentez pas, si vous n'avez pas le feeling, si vous n'accrochez pas, ne persistez pas, ça ne sert à rien. Vous ne ferez que dépenser votre argent inutilement. Donc restez connecté encore une fois à vous-même, à vos émotions et à votre corps. Même pour le choix du thérapeute. Donc, ça commence par là, en fait. De cette écoute du corps. Je suis alors à 300 1000% d'accord avec toi. On ne peut pas convenir à tout le monde et tout le monde ne peut pas nous convenir. Exactement. Ça, je me souviens, on m'avait dit, ouais, va voir celui-là, il fait le MDR, il est génial, il m'a fait un bien fou. Ok, super. J'y vais. Au bout de 3 séances, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Il avait une manière d'aborder les choses, une manière de me parler que je ne supportais pas. Il m'a fait un mal fou. J'en ai une autre, elle faisait effet miroir. J'ai mis des semaines à m'en remettre parce qu'elle m'avait elle avait une manière de travailler qui ne me convenait pas. Et il y a d'autres thérapeutes avec qui ça colle direct, avec qui il y a le dynamisme et la mise en place qui se fait tout de suite et on ne sait pas pourquoi. Mais en fait,
c'est comme on est tous différents, on a tous besoin de quelque chose de différent. Exactement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours quelque part quelqu'un qui nous correspond en tant que thérapeute. C'est ça. Et il ne faut surtout pas avoir peur de demander, de poser des questions, de s'entretenir au préalable avec la personne, soit au téléphone, soit en visio. Se faire accompagner, c'est un choix personnel, c'est intime et c'est aussi un choix financier. Donc, dites-vous bien que vous ne mettez pas l'embarras, le thérapeute ou le coach, à vouloir vous entretenir avec. Au contraire, je veux dire, c'est un gage d'engagement. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est un gage d'engagement de votre part. Donc, fuyez si jamais un thérapeute vous bloque les portes en disant non, c'est soit avec moi, soit rien du tout. Non, je fais pas d'entretien téléphonique. Non, je fais pas de visio. Non, vous donnez votre intimité à quelqu'un, vous partagez ce moment de vie avec lui. Donc, autant vous sentir bien avec et proposez ça si vous êtes en recherche de la bonne thérapeute. Donc, voilà. C'est dans cette idée-là que mon premier entretien, j'offre un entretien de 30 minutes gratuitement à toutes les personnes qui demandent, pour pouvoir justement de savoir si moi je peux les aider, mais aussi si eux, ils ont vraiment envie d'être aidés. De la manière... ça passe des deux côtés, hein. C'est sûr que voilà, si toi tu ne sens pas un client, tu vas pas travailler avec lui. Il y a des problématiques avec lesquelles, en tant que thérapeute, on ne se sent pas forcément à l'aise, ou on ne se sent pas... On n'a pas suffisamment... On ne peut pas tout savoir non plus. Donc, il y a certaines choses, on ne sait pas. Là, on peut dire, on ne sait pas, je suis désolée. Et ça m'est arrivé à certains clients de leur dire, je suis désolée. Mais eux, ils me dire derrière, si, je veux que ce soit vous. Ah oui, ça t'est arrivé un paquet de fois, ça, je je le confirme. Et à ce moment-là, la grande question est, qu'est-ce qu'on fait? On laisse la personne, on essaye. Là, moi, j'avoue, quand on me dit si, je veux absolument que ce soit vous, je fais d'accord, mais je réinsiste derrière en disant non, mais là, je sais pas, je ne peux pas. Mais ok, si vous voulez vraiment, on ne peut pas dire non plus. Enfin, si des fois, il faut dire non en insistant davantage. Ça m'est arrivé de refuser aussi des personnes que je ne sentais pas. Mais on s'est un peu éloigné. Mais voilà, c'est pour ça que moi j'ai 30 minutes pour que justement on puisse avoir ce pré-échange. C'est indispensable. C'est indispensable. Et un des conseils que je peux donner à toutes les personnes qui nous regardent ou nous regarderont, c'est que si ça ne va pas avec une personne, ne arrêtez pas votre travail. Allez essayer quelqu'un d'autre. Complètement. Voilà. C'est vraiment, si on s'arrête au premier échec parce que ça ne va pas, que ce soit, c'est peut-être la méthode qui ne va pas, c'est peut-être la personne, c'est peut-être... Mais à un moment donné, on tombe sur la personne avec qui on avance. Et même si ça ne va pas avec cette personne-là, avec cette méthode-là, ça a quand même fait avancer quelque chose. Exactement. Ça, je le répète souvent. Ce n'est pas parce qu'on ne ressent pas les bénéfices dans l'immédiat que tout ça a été vain. Bien au contraire, tout ça va porter ses fruits à un moment ou un autre. Donc, faites confiance à votre process. Faites confiance à ce process-là. C'est celui qui est parfait pour vous. Et ce que tu viens de dire, c'est extrêmement juste. Le tout, c'est ne pas s'arrêter en chemin et de se dire, bon, ça marche pas pour moi, j'arrête. Non, les résultats prendront le temps de venir. Mais vous avez déjà débloqué des choses, vous avez déjà posé des pierres et les résultats, vous les aurez, mais plus tard. C'est comme quand on prévoit de faire un potager. C'est pas parce que vous plantez une graine un jour que vous allez avoir un super plant de tomates, qui est très rouge dès le lendemain. Non, enfin, il faut être patient. Et des fois, c'est pas la première année. Et des fois, c'est pas la première année. Parfois, ça peut mettre 4-5 ans avant de... J'ai essayé là avec cette terre-là, ça marche pas. Il faut que je déplace mon pied de tomate. Ça me fait penser l'année dernière quand j'ai planté mes pieds de tomates. J'en ai mis 2 près de la maison et 2 près du grillage. Donc l'un avait plus d'ombre que l'autre. Ceux qui étaient près du grillage ne m'ont rien donné en tomates. Mais ceux que j'avais près de la maison, j'y étais inondée de tomates cerises. Mais tout ça pour dire en fait que à l'avance, on ne sait pas ce qui va marcher quand on travaille. Ouais, ce serait trop facile. À un moment donné, ça te fait rire? Bah oui, ça serait trop simple. Ah oui, non mais c'est ça. C'est que notre cerveau, notre inconscient, notre émotionnel est tellement différent en fonction de chacun qu'il n'y a pas de recette magique.
À un moment donné, on arrive, on essaie quelque chose, ça marche bien pour quelqu'un, mais ça ne marche pas pour quelqu'un d'autre. On a essayé quelque chose, ça a marché à un moment donné, mais le lendemain ou le surlendemain ou l'année suivante, ça ne marche plus. Parce qu'on a évolué. Il n'y a pas de recette magique, c'est que quand on travaille sur soi, on est dans un fonctionnement d'essai et d'erreur. Donc il y a des astuces, on essaye, ça nous fait du bien. On nous dit la méditation pour les émotions, c'est génial, pour la connaissance de soi, c'est génial. Mais ceux qui n'arrivent pas à méditer, comment ils font? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe plusieurs formes de méditation. Là, il y a Propulse projet, qui nous dit « Parfois aussi, on croit avoir résolu quelque chose et ça peut revenir plus tard. » Eh bien oui, tout à fait. Exactement. En fait, on l'a réglé selon comme j'expliquais la dernière fois, on l'a réglé selon un point de vue. Mais à un moment donné, il faut aussi le regarder comme ça, le problème. Et puis, il faut le regarder comme ça. Donc, et du coup, c'est quelque chose qui revient. Mais la bonne nouvelle, c'est que plus on travaille dessus, plus la fois suivante, on se dit, mince, mais je croyais l'avoir réglé ça. Si. On a réglé un point de vue du problème. On va travailler sur un autre point de vue du problème. Et à chaque fois qu'on travaille dessus, c'est de plus en plus facile. Okay. La personne me dit, Céline est ma coach. Alors, peut-être que tu connais cette personne. Ah bon? J'ai pas les... Ça doit être un de tes clients. Ah, je sais pas, peut-être. Oui, c'est exactement ça. Et puis, j'ai tendance aussi à dire que tant qu'on n'a pas complètement réglé quelque chose, c'est Eva. Ah oui, Eva. Bonjour Eva. Bonjour Eva. Tant qu'on n'a pas complètement réglé quelque chose, et ben la vie nous ramène une situation en continu jusqu'à ce que tout soit complètement intégré, compris, avalé, digéré, expulsé. Donc ça m'étonne absolument pas d'avoir ce sentiment de revivre la même chose régulièrement, constamment. Et ben voilà, c'est juste que on n'a pas totalement réglé le truc. T'as dit quoi? Avaler, digérer? Avaler, digérer, expulser. La digestion. J'allais rajouter évacuer avant expulser. Oui, ouais. On peut rajouter ça. Alors c'est très symbolique ce que tu viens de dire et c'est excellent. Ça, je reviens sur le décodage biologique. Le sens des mots. On dit toujours j'en ai plein le dos. Tu me fais chier. Il y a d'autres mots en référence avec les intestins qui sont des insultes, mais en réalité, tous ces mots-là ont un sens direct avec l'émotion. Et souvent, quand on dit « j'en peux plus, tu me gonfles », il y a la respiration qui est en jeu dans ces cas-là. Mais tous ces mots-là qu'on croit justement sans influence, ont de l'influence à la fois sur notre émotionnel et sur notre corps. Ouais, je crois que c'est Jacques Martel qui dit que les mots ont une importance cruciale dans la guérison. Les mots ont une portée vibratoire. Donc, faire attention aussi aux mots qu'on emploie, au langage que l'on utilise dans la vie de tous les jours. Et ça peut faire une énorme différence dans son propre processus. Je trouve que c'est une très belle manière de finir ce live. On a dépassé les 40 minutes. Ah, d'accord. J'allais finir sur une anecdote. Vas-y, partage-la nous. Justement, par rapport au pouvoir des mots, on va finir là-dessus. Ma fille de 12 ans avait justement un problème de confiance en soi, d'image de soi, et le regard des autres lui pèse beaucoup. Alors, je l'ai emmenée cet après-midi voir ma kinésiologue. Qui, quand on a du mal à faire l'introspection, la kinésiologie, c'est pas trop mal. Il est ressorti en fait que ce problème de confiance en soi et d'image de soi par rapport au regard des autres viendrait d'une parole que m'a dit sa grand-mère au moment où j'étais en train de partir à la maternité parce que je me demandais si si j'avais pas accouché, parce que habitant 1 heure, il fallait que je parte avant, je commençais à sentir des choses. Et là, sa grand-mère m'a dit « Ah non, faut pas qu'elle naisse le 8. Parce que je connais quelqu'un que j'aime pas qui est né le 8. »
Intéressant. Jamais j'aurais cru que cette parole-là aurait influencé. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est née à 2 heures du matin, donc elle est née le 9. Mais du coup... La bonne nouvelle pour qui? Pour la grand-mère. Ouais, pour la grand-mère. Mais du coup, ça a créé chez elle un stress inconscient avant sa naissance de non, c'est pas le moment que je vienne, je dois pas me montrer. Et quand il est ressorti ça, j'étais sur la chaise à côté, je laissais mon ami kinésiologue travailler, on se rend compte du pouvoir des mots, que ces mots ont créé sur mon émotionnel et que j'ai transmis à mon bébé. Alors, dit comme ça peut paraître bizarre, mais j'attends avec impatience les résultats dans les jours à venir, justement sur sa peur de se montrer aux autres et sur sa confiance en elle. Mais il y a tellement de preuves comme ça, on se dit, attends, c'est dû au hasard, c'est bon. Mais c'est bizarre que ce soit sorti au niveau kinésiologique 4 heures avant justement le processus d'accouchement. Et il est ressorti ça. C'est incroyable, c'est incroyable. Hein. Ça va, j'étais dans la pièce, j'ai pu faire travailler mes souvenirs. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On se demande, mais ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Même au niveau embryonnaire, hein, là, donc c'était sur le point de mettre au monde ton enfant, mais même au niveau embryonnaire, il se passe des choses. Pendant la grossesse, l'enfant ressent tellement de choses, et qu'importe le stade d'évolution du fœtus. Voilà, c'est pour ça que la grossesse est tellement importante et que les futures mamans doivent être choyées, doivent être dorlotées, et c'est encore une faille de notre société, et c'est tellement dommage, c'est tellement triste. Mais les mères, les futures mamans, et même en postpartum, doivent être vraiment choyées. Et on doit faire attention autant à elles qu'au bébé, puisque le bébé capte absolument tout. Et ces bébés-là seront les adultes de demain et les constructeurs du monde de demain. Donc, prenons soin de ces enfants. Prenons soin, et que même une parole qui peut sembler anodine, parce que a une importance. Sa grand-mère n'avait rien vu de mal en disant ça, c'était juste pour passer le deuil, tant pis. Hein. Mais le pouvoir des mots a énormément d'impact. C'est que même une parole anodine, même une parole qui peut être dite avec gentillesse, peut avoir une influence. J'ai une cliente, sa mère lui a trop répété « t'es belle », donc il fallait qu'elle soit belle. C'est gentil de dire à quelqu'un « t'es beau », mais ça crée un programme. Donc c'est pas qu'il faut s'arrêter de dire, c'est qu'une fois que la blessure est là et qu'on en prend conscience, ne pas nier le pouvoir des mots qu'il y a pu y avoir. On dira toujours des choses maladroites, c'est humain. On dira toujours des... Eh oui, c'est humain. On créera toujours des blessures chez l'autre, c'est humain, c'est normal. Mais à un moment donné, quand cette blessure est trop importante, à un moment donné, quand elle refait surface, redonner la valeur aux choses qui ont besoin d'être données. Complètement. Donc du coup, on va terminer sur ça. C'est une très belle manière de clôturer ce live. J'étais encore une fois hyper heureuse de le faire avec toi, et je pense qu'on en fera un autre sur un autre sujet, parce que c'est tellement cool d'échanger toutes les deux. J'adore ça. Donc merci Céline de nous avoir partagé ton expertise, ton expérience et un petit bout de ton parcours de vie également. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions sur ce sujet-là, ou sur le syndrome d'Asperger, sur l'hypersensibilité intestinale, voilà, vous savez où nous trouver. Merci Eva, merci à toi d'avoir été présente du début à la fin de ce live. Merci à tous, je vous fais de très gros bisous. Bisous Céline, et on se dit à très bientôt pour un prochain live. Merci, bisous, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.